tout le monde agite au moins ses casseroles pour pouvoir peut-être bénéficier de circonstances heureuses et surtout de la confiance du chef de l'État, du moins ceux qui ont fait leur temps avec Madame Souminois. Elle est rassurée, première ministre, la toute première femme à diriger un gouvernement. Beaucoup de critiques, certains disent c'est une femme loyale et surtout fidèle. Le président a tout intérêt à la voir à la primature parce qu'elle ne lui fait pas ombrage, pas un leadership au-dessus, jusque peut-être à inquiéter le président, comme ça se passe au Sénégal. Voilà, le président très posé comme pasteur et un imam, le Premier ministre tout feu tout flamme, à un moment donné, ça donc failli renverser la pirogue. Quelles sont les perspectives? Mais avant, quel profil pour ces futurs ministres? Nous ne pouvons pas parler de la mouture parce que plusieurs forces politiques, dont la FDCA, la deuxième force politique du pays, est-ce que cette fois-ci elle sera dribblée? C'est la question, je n'affirme rien. Ouverture, il y aura des nouveaux venus. On parle d'Adolphe Mouzito qui avait promis justement à Félix Tshisekedi de mettre le pays à feu et à sang pour que les investisseurs ne viennent pas. Finalement, la politique est dynamique. Il a été reçu par le chef de l'État. Fayoulou, il sera ou il n'y sera pas? Va-t-il envoyer ses hommes? Et ce gouvernement aura quelle mission exactement? On en parle autour de cette table avec 4 aigles. Je ne pense pas que les oiseaux de la basse-cour auront à piger quelque chose. Je commence par Patient Fongola. Bienvenue. Merci, monsieur les journalistes. Vous êtes coordonnateur de NSICO, notre société civile. Secrétaire exécutif national, oui. Et voilà, vous êtes également avocat, mais vous n'avez pas été mandaté par le barreau ici, autour de la table. Oui, je suis avocat, un vieux avocat d'ailleurs. Voilà. Il y a de jeunes avocats et de vieux avocats. Ceux qui sont là, qui ont l'âge de la profession, oui. C'est une vieillesse par rapport à l'âge. Il y en a qui défendent la République, qui ont demandé à chacun 350 000 $. Dans le procès Kabila, vous êtes informé? Ce sont les affaires internes entre les clients et son avocat. La République, c'est une cliente. Alors, on ne peut pas entrer dans leurs relations. Mais le peuple souffre quand même. Vous demandez les honoraires jusqu'à 350. Ils sont au nombre de combien? C'est au-delà de 2 millions de $. Est-ce que vous avez pitié de ce peuple qui souffre? Je me demande comment on peut évoquer les honoraires des avocats, puisque c'est un secret entre l'avocat et son client. Déjà publier ça avant même de payer, ça sent mauvais, c'est pas bien. Ça sent mauvais. Peut-être on voudrait ridiculiser. Non, peut-être qu'on vous livre à la vindicte populaire. Je m'excuse, je ne suis pas parmi ces avocats. Alors, c'est une façon de vous dire bienvenue, parce que c'est la première fois que vous venez dans la cour des aigles. Ce n'est pas la première fois. Non, autrefois, on a été avec vous dans d'autres formats. Oh, merci voilà. beaucoup. Bruno Kayumwa Maneno, qui revient de l'Espagne, oui. Avec dans une mission scientifique, légale. Bon retour au pays. Vous êtes enseignant d'université formé à Deusto, la première université des jésuites de Ignace de Loyola. Oui. Voilà, je prononce souvent très mal son nom, dans les Pays Basques. Alors, vous enseignez les relations internationales, interculturelles, et vous occupez également de la coopération inter-universitaire, c'est ça, scientifique? Oui, je suis le coordonnateur de la coopération à l'INBTP, mais là, vous n'engagez pas l'INBTP, vous y êtes comme analyste indépendant. Oui. Alors, à mon extrême droite, c'est Mardoché Pouy, vous êtes de la COPOP,
la colline du progrès. La colline du Popolorum progresse aussi en latin. Bon, ici nous sommes dans la langue de Macron. Voilà, la langue de Molière, de Racine, de Boileau. Alors, la colline du progrès, qui est dirigée par Mbayo Passy, Maître Passy Mbayo, voilà, qui nous suit en ce moment à Lubumbashi Wantashi. Effectivement, depuis son cabinet. C'est lui le président national de la structure, la COPOP, qui est une des structures importantes incorporées au sein de l'UDPS. Et voilà, on est là. Voilà. À l'UDPS, le président a plus, il a plus puisé dans son assemblée l'appartenance, Philadelphie, le centre missionnaire, et puis Guy Luando a raflé aussi la part du lion dans les nouvelles nominations. Il semble que sur la 10e, 11e rue, il y a grincement des dents. Ceux qui ont mené la lutte, qui ont mouillé le maillot, semble être oublié. Est-ce que c'est ça? Par moment, il y a de frustration, mais moi, je ne voudrais pas aborder les choses de cette manière-là. Vous ne pouvez pas interdire aux journalistes d'évoquer des choses. C'est ce que je dis justement. Pourquoi? Parce que ça suscite fortement le débat dans le commun de mortels. Oui. Mais la plus grande satisfaction serait de voir un résultat escompté. C'est-à-dire que le peuple d'abord soit matérialisé. Au lieu de s'élancer dans des intérêts égoïstes et personnels, moi je suis contre ce débat-là et puis je m'inscris en faux. Le peuple d'abord. Je crois que ceux qui disent le ventre d'abord, ils ont tort. Ils ont largement tort. Oui. Et ceux qui disent la philadélphiaisation de toutes les façons, des institutions publiques, est-ce qu'ils ont raison? De toutes les façons, le mandat n'a pas encore pris fin. Oui. Donc il nous reste encore, je crois, 2026, 27 et 28. Et donc il y aura encore des ordonnances. Il y aura toujours des gens qui vont venir. Qui vont pleuvoir. Et puis certainement que le chef de l'État va cette fois-ci puiser dans sa famille politique. Eh bien, restons calmes et puis optimistes. Ça, c'est un conseil que je donne aux autres. Augustin Kabouya, dans ce gouvernement, vous le voyez à la tête d'un portefeuille ministériel pour passer les témoins à d'autres personnalités du parti, ou bien vous le voyez continuer à la tête du parti? Bon, le CG Kabouya, par rapport à sa nomination en tant que ministre, moi personnellement, je suis dubitatif. Compte tenu les multiples occupations qu'il a au niveau du parti, je suis vraiment dubitatif. Et moi, personnellement, j'aurais voulu qu'il reste là pour assurer la gestion quotidienne de l'UDPS. Ah, c'est votre souhait. Mais le président n'a pas encore décidé. Mais sinon, il a les atouts, il a les compétences, une compétence très bien définie pour justement apporter sa petite pierre à l'édifice pour accompagner la vision du chef de l'État et puis faire avancer les choses comme nous le souhaitons tous, bien sûr. Voilà, et je termine avec Blaise Mukenge. Voilà, j'ai francisé Mukenge, éditeur responsable du média en ligne, très très crédible et très suivi. Il est un analyste donc invétéré, rompu de la politique internationale et la politique congolaise. Blaise, bienvenue. Africa TV Network. Blaise, toujours un plaisir de vous avoir. Merci bien. Et voilà, on l'appelle BM. On ouvre ce partage républicain avec passion. Quel profil, quelle perspective pour ce gouvernement dit d'ouverture? Est-ce que vous voyez Fayoulou dans ce gouvernement, lui qui plaide un peu la cause du FCC, également la cause de M23 avec Kabila dans le dialogue, sous les auspices des hommes religieux? Quelle est votre analyse au niveau de la NSICO? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je vais parler comme population, puisque je représente une structure citoyenne. À mon humble avis, le peuple n'a pas besoin des individus. Le peuple a besoin des prestations des individus. Alors, voici quoi disait peuple azo senganini.
Est-ce que nous connaissons tout ce que le peuple veut? Par exemple, à l'est de la République démocratique du Congo, le peuple ne demande pas autre chose que la paix. Les histoires là des dialogues, ce n'est pas la première fois qu'on les fait. Mais on va faire le dialogue avec qui? Mais on ne peut pas faire le dialogue avec quelqu'un qui se réveille le matin à Kinshasa. À midi, il est avec les M23 à Goma. Au soir, il passe sa journée au Rwanda, chez le pays agresseur, pour se retrouver à Washington et à Paris, à l'Union européenne, qui achète les minéraux de la fraude du Rwanda. Et revenir à Kinshasa comme conciliateur. On doit justifier ce qu'on peut faire à la République. Est-ce que nous voulons Fayoulou dans nos institutions? Autant qu'on pourrait avoir besoin de vous, même de moi et de tous ceux qui sont ici, et des auditeurs qui nous suivent, autant on peut avoir besoin de Fayoulou. Mais est-ce que Fayoulou n'a jamais géré? Quel est le résultat des prestations? Tout ce que nous voulons, c'est de chercher des individus qui n'ont pas encore failli. On ne peut pas mettre sur place une équipe qui a failli en 1996. Cette équipe a failli en 2000. En 1996, il a failli. Les mêmes individus, en 2011, ils ont failli, en 2016 et en 2019. Qu'on les retrouve éternellement aux institutions, on n'aura pas de changement. Vous suivez quand même ce qui se passe dans les médias, comment ils sont très mobilisés en utilisant les réseaux sociaux, les médias traditionnels. Chacun veut bien... nettoyer son image. Chacun veut bien revenir. On dit que les Makassou, on ne les retrouve plus sur les artères par les enfants qui font la vente à la criée. On parle de ceux qui passent, qui dorment dans les fleuves. Il y a beaucoup de choses. Alors, mais pendant 10 ans, 30 ans, je parle de la paix à l'Est. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant 30 ans à Kinshasa, par rapport à l'embouteillage, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelqu'un qui ne sait pas régler la circulation pendant 30 ans, il a été gouverneur, il a été ministre, il ne sait pas nous donner à manger. Il ne sait pas redonner l'image de la République sur le plan international. Qu'est-ce qu'on peut encore attendre de lui? Peut-être nous, comme population, on a entendu la voix de la RDC pour la première fois avec ce régime par le biais de la ministre des Affaires étrangères. En tout cas, je suis sûr que les Congolais patriotes voudraient voir cette femme revenir. Je ne fais pas sa campagne comme je l'entends maintenant dans les réseaux sociaux. Chacun veut parler de lui, du bilan, de l'opportunité de rester. Mais nous, comme population, nous avons suivi les messages des populations de Minova, de Rutshuru, de Masisi, au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la première fois, et dans l'Assemblée générale des Nations Unies, avec le nouveau gouvernement, avec la nouvelle ministre. Nous avons eu aussi des tollés sur le plan judiciaire. Il y a le ministre qui a fait parler de lui par rapport aux avancées. Je voudrais qu'on ne parle pas des individus. Je ne parle pas des individus, je parle des secteurs. Oui, c'est le plan diplomatique. Oui, parce que quand vous regardez, beaucoup ont été les metteurs en scène de la vision du chef de l'État. Voilà. Et puis, voilà... on ne parle pas du changement du président. Oui, on parle maintenant du gouvernement. Voilà. Donc les éléments qui ont fait parler, on ne change pas l'équipe qui gagne d'ailleurs. Alors nous voulons que les gens qui ont échoué depuis 1996, qu'on les mette à l'écart, qu'ils observent alors les autres, les 100 nouveaux du Congo, et que les autres fils du pays puissent remettre ce qu'ils ont appris. On a beaucoup d'universitaires, on a beaucoup de compétents dans ce pays. Il n'y a pas que l'équipe qui gagne, qui a d'ailleurs vieilli. Sur le plan politique, c'est comme les joueurs. Les Léopards de 2018, on ne parle pas de 2018, de 96, on ne parle plus d'eux. C'est la même chose qu'on ne devrait plus parler de certaines personnalités politiques. Voilà. Donc, il faut un changement de fond en comble. Vous voyez, vous, dans vos projections, soit 50% ou 40% des ministres qui vont revenir, ou bien ils seront balayés à 90%. Nous avons des secteurs où rien n'a changé depuis 60 d'ailleurs. Rien n'a changé. Par exemple, dans les secteurs de la défense de notre pays, c'est la catastrophe. On n'a jamais sécurisé nos frontières à l'Est, surtout avec l'Ouganda et les Rwandais. Et les politiques gouvernementales jusqu'à ce niveau, je ne sais pas ce qu'on conseille au président de la République, on ne sait pas les relations que nous avons entre les deux pays. Est-ce que ce sont des amis? On signe des accords? On a signé avec l'ennemi, l'Ouganda. On a des opérations conjointes. Je vous rassure qu'à Bunia, la population ne sait pas pour qui le gouvernement roule avec les relations avec l'Ouganda. Alors, ce genre de questions, on devrait mettre à la place qu'il faut les personnalités qui savent traduire les aspirations de la population avec les relations qu'on doit mener avec les États voisins. Donc, nous avons des problèmes à deux niveaux. Oui. Au niveau de nos relations avec l'Ouganda et au niveau des relations avec les Rwandais. C'est flou. Mais souvent, des responsables
comme des ministres et des mandataires dans leur discours sous l'impulsion du chef de l'État, sous le leadership visionnaire du chef de l'État. Ces gens-là ne font pas des histoires selon leur entendement, ils s'inscrivent dans la droite ligne de la vision du président. Alors si le président pense que Museveni, il est encore bon, si le président pense que Museveni et son fils, bon, ils jouent bien le jeu avec lui, alors quel changerait un ministre de l'intégration régionale ou un ministre des Affaires étrangères? Je pense que le ministre a son rôle. Et malgré la vision du chef de l'État, mais le chef de l'État ne peut pas avoir une vision qui conduit le pays dans les gouffres. Quand il a une vision, c'est pour relever le pays du gouffre. Voilà. Aujourd'hui, notre pays n'est pas en train de se relever. Il est en train d'avancer dans les gouffres. C'est que les exécutants de la vision du chef de l'État ont quelque part trébuché. Et ceux qui ont trébuché, nous devons voir les changements. Qu'on nous mette les vrais acteurs politiques, les vrais rapporteurs. Par exemple, quel rapport lui donne par rapport aux relations, par rapport aux évolutions? Donc il y a des fausses têtes dans... Puisque lui, il pense qu'il est en train de nouer de bonnes relations avec l'Ouganda. Mais tout le monde à l'Est pense que l'Ouganda est en train de nous faire la guerre. Voilà. C'est ça le problème. Alors, Bruno Kaïmoa, enseignant de relations internationales, est-ce que vous sautez sur ce qu'il dit, Patient, qui est juriste, quelle est votre compréhension de ce qu'il dit? Les ministres ne sont pas des chefs coutumiers dans leur village. Ils ont un conseil des ministres, ils exposent ce qu'ils veulent faire. Et là, c'est le Premier ministre ou la Première ministre, c'est le chef, sous l'impulsion du chef de l'État. Est-ce que ces gens, on peut leur tarabuster des choses, par exemple en termes d'échecs? Oui, Fabien, merci pour m'avoir associé à ce débat. Je suis tout à fait d'accord avec une grande partie des affirmations que venait de faire mon co-débatteur. Nous parlons du gouvernement d'ouverture. Oui, gouvernement d'ouverture, ce qui veut dire ouvrir les portes. On les ouvre à qui et pourquoi? Donc, pour on répondre, les ouvre on ouvre, oui. Et pourquoi on doit ouvrir ces portes? Très bon questionnement ou bien très bonne interrogation. Oui, et donc pour répondre à ces questions, il faut d'abord comprendre le contexte interne et international. Et donc tenant compte de ces deux contextes, donc quand on veut ouvrir les portes au gouvernement, il faut voir quel est le contexte interne du pays au jour d'aujourd'hui, quel est le contexte international au jour d'aujourd'hui. Et par rapport à ces deux contextes, ce que moi je peux dire de manière beaucoup plus brève, c'est de dire les portes, on ne peut les ouvrir qu'aux nationalistes et aux patriotes. En dehors de ces deux catégories, nationalistes et patriotes. Donc des personnes qui font preuve d'avoir des attitudes et des comportements nationalistes dans leur façon de faire les choses et des comportements patriotique, parce que le contexte à la fois national et international ne nous permet pas d'amener n'importe qui dans les gouvernements. Parce que dans ces sociétés, on a vu des gens qui ont passé toute leur vie en étant de rebelles. Et je crois, quelles que soient les négociations qui sont en train de se faire, il y a des gens par exemple comme Rouberois, ce type de personnes ne doivent plus rentrer dans le gouvernement. Quels que soient les accords qui peuvent être... Donc c'est une personne qui a passé toute la vie en étant rebelle, toute la vie à rendre la vie compliquée à la République démocratique du Congo. Des gens comme... sous l'étiquette des pasteurs, et d'organisateurs de jeûner des prières et tout ça. J'ai compris que la Bible devient une étiquette sur une marchandise avariée quand même pour certaines personnes. Oui, c'était... J'apportais de l'eau au moulin. Voilà. Oui, je peux moi-même aussi profiter de l'occasion pour dire un jour, j'étais dans le débat avec un ami dans un groupe WhatsApp où on disait Roubero était un pasteur. J'avais dit, je ne peux jamais perdre le temps à écouter une personne comme cela. Donc je ferme rapidement la parenthèse. Je dis, il faut ouvrir les portes à des patriotes, à des nationalistes pour regarder en face les problèmes qui nous guettent. Au niveau interne, nous avons les dangers de notre souveraineté dans la partie Est. Il faut avoir les personnes qui sont capables de se mettre debout pour dire les Rwandais continuent à être un menace sérieux face à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Il faut les gens capables de comprendre les enjeux et les manipulations qu'il y a derrière le Rwanda. Et ces manipulations, on ne peut les comprendre que par rapport à la réalité interne d'abord du Grand Kivu,
et à ce qui est en train de se passer au niveau international. Et donc, il faut la capacité de savoir conjuguer les deux efforts à la fois. S'il faut amener les gens au gouvernement, ça doit être des gens qui doivent répondre à ces enjeux-là. Donc, on sait aussi qu'au niveau interne, par exemple, il y a cette pauvreté qui est en train de caractériser notre société. Donc, on est en train de lutter contre un envahisseur, un agresseur, mais au même moment, la situation interne, elle est en train de se dégrader. Donc, on doit avoir des personnes qui viennent au gouvernement, pas pour penser à leur vie, mais pour penser à la patrie, à la nation congolaise et à la population congolaise. Voyez les contextes des embouteillages qui ont lieu dans cette ville à Kinshasa. Pourtant, l'argent est en train de sortir chaque jour pour construire les infrastructures. Je suis enseignant à l'INBTP. La durée de vie d'une infrastructure routière est de 10 ans. Mais prenons l'avenir comme l'OIA. De 2024 jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a déjà à peu près 3 fois qu'ils sont en train de réhabiliter cet avenir. Et il n'y a personne pour demander les comptes aux entreprises qui travaillent. Presque chaque année, il y a des routes qui sont budgétisées. Dans quel pays on fait Mais on a quand même des instances de contrôle et en pole position. Le Parlement, avec les 2 chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, ils ont dans leurs attributions le contrôle parlementaire. Il y a la Cour des comptes, il y a l'IGF. Malheureusement, depuis le départ du très médiatique à Lingueté, les choses dorment maintenant. Je ne sais pas, c'est l'approche du nouveau directeur général, comment on l'appelle, du nouvel inspecteur général, chef des services. Et donc, alors, comment vous dites, on ne sait pas demander des comptes à ceux qui exécutent les travaux? Bien évidemment, je ne sais même pas si on a un ministre des infrastructures ou pas. Sincèrement, ce sont des questions essentielles que moi je me pose. Est-ce que ce pays a un ministre des infrastructures responsable? On ne peut pas se lancer dans un combat de souveraineté, de protéger l'intégrité territoriale si à l'interne il y a des problèmes sérieux, s'il y a la pauvreté qui est en train de s'aggraver à l'interne. Prenons l'exemple de l'Éthiopie qui a si mené son combat pour maintenir l'Éthiopie dans ses frontières actuelles. Qu'est-ce que le Premier ministre a fait? Il a stabilisé le contexte interne. Vous ne pouvez pas mener 2 combats à la fois. Vous êtes au front avec les agresseurs et à l'interne, il y a un combat contre la pauvreté. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut stabiliser la partie interne. Donc le peu d'argent qui est éjecté pour améliorer les conditions de vie de la population à l'interne, les enseignants doivent être bien payés, les fonctionnaires doivent être... Vous avez suivi ce que le ministre de la fonction publique était en train de dire publiquement. Il y a un groupe de bandits qui sont connus, qui au lieu d'affecter, de faire ce que le ministre de la fonction publique a fait, et ils se contentent de faire ce qui leur passait par leur tête. Donc, comment voulez-vous qu'un État soit en mesure de lutter contre le vrai problème de la souveraineté nationale quand il y a des gens qui perturbent l'ordre interne, qui perturbent les efforts qui sont en train de déployer au niveau interne. Donc, quand un gouvernement qui doit stabiliser... On dit non, l'état des fincas, comment on dit, l'état de droit, ainsi de suite, c'est ça? Non, non. À l'interne, il faut prendre des mesures. Voilà. S'il faut mettre les gens en prison, on les met en prison. S'il faut arrêter les gens, on les arrête. Mardoché, je crois que votre rôle, le rôle de votre homonyme à la porte de la cour, ce rôle, je crois que vous le jouez très bien au niveau de la COPOP. Dites-nous concrètement, ce gouvernement, c'est juste une sorte d'appât envers ceux qui veulent bien être aux affaires pour que l'État s'occupe de leur vie, parce que le chômage fait mal, et puis les faire taire au nom de cette ouverture. Et puis après, on n'a pas besoin de répondre aux desiderata de la population, payer un salaire décent et attendre, redonner de la valeur à ce qu'on appelle le panier de la ménagère, parce qu'il est devenu sachet de la ménagère. Alors, bon, qu'est-ce que vous pensez de cette ouverture? Très bien, merci pour cette question pertinente, cher Fabien. Je serai le plus rationnel possible. À la base, le chef de l'État doit savoir qu'il sera le seul à justifier son bilan devant le peuple souverain. Ça, c'est à la base.
Alors, qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est que le chef de l'État a tout intérêt à faire une très bonne sélection. Voyez-vous? Des personnes capables de s'inscrire dans sa logique et puis dans sa vision. Pourquoi? Parce que le fait d'associer certains, ou le fait d'élargir l'union sacrée, ce n'est pas ce qui va résoudre les problèmes sur le terrain. Et puis ce n'est pas ce qui va satisfaire aux attentes de la population. Voyez-vous? C'est encore possible de trouver une personne compétente comme le ministre de la Finance. C'est encore possible de trouver une personne comme la ministre des Affaires étrangères. Voilà, et donc, ce sont les Mabanga, n'est-ce pas? Voilà. Ce sont déjà les Mabanga. J'estime qu'il faut toujours reconnaître ceux-là qui se sont distingués. Ça, c'est en toute objectivité. Depuis que le président lui avait dit, les fonctionnaires, donc les agents, ouais. Parlons agents de l'État, parce que fonctionnaires et agents, ça a été corrigé par, à savoir, justement, et le président avait dit le 20, donc à partir du 18, le 20, tout au plus tard, le 25. Aujourd'hui, nous sommes le 1er août, et il n'y a que quelques policiers militaires qui ont touché hier dans la soirée. Alors, est-ce que la manière dont les gens traînent devant les banques, ces damnés de la terre que j'appelle Moutachiwa Yombo, avec ce qu'ils touchent, la manière dont les gens vivent, allez dans beaucoup de pays, même en Afrique ici, mais chez nous, dès que vous êtes sur la voie publique, vous regardez les gens, vous dites la misère est lisible sur le visage. Heureusement qu'il y a les rocades. Les visiteurs de marque vont commencer à être de l'aéroport international Patrice Emery Lumumba jusqu'au centre d'affaires ou dans la ville. Au lieu de passer par Tiango et tout ce spectacle. Alors, tout ça, c'est vraiment une réalité. Il faut rentrer, vous faites la promotion des ministres qui font preuve de beaucoup d'incapacité de répondre à la vision du chef de l'État. Non, tout à l'heure, moi, je vous ai cité les ministres qui se sont... Soyez devant le micro. Tout à l'heure, moi, je vous ai cité les ministres qui se sont distingués, tout simplement. En quoi? Et puis, je ne suis pas allé au regard de leur prouesse sur terrain, et puis, je ne suis pas allé au-delà des deux ministres. Alors, la question que vous avez évoquée, c'est... Est-ce qu'il appartient à un ministre des Finances de faire la mobilisation qu'il fait, Kisangani, Mbujimaï, tout ça, bon, comme si on était en campagne électorale? Non, moi, je pense dites-nous les choses de manière claire. Moi, je pense qu'il faut toujours contextualiser les choses, voyez-vous. Donc, ça fait partie de ces libertés purement démocratiques, de se rendre dans un tel coin de la République, et puis de mobiliser sa base, échanger avec sa base. Ça, ce n'est pas un péché, ce n'est pas une infraction non plus. Voyez-vous? Quoi? Ça, c'est purement dans le contexte politique. Mobiliser sa base? Non, mais c'est une base que le ministre peut tout... S'il est membre du gouvernement, avec qu'est-ce que vous pensez, vous, BM, par rapport à ce que la colline du progrès dit? Un ministre des Finances, en fonction, regardez, jusqu'aujourd'hui le 1er, on dit fête des parents, non? Mais comment est-ce qu'un agent de l'État va amener à ses parents même un petit cadeau quand il n'a pas encore touché? Et il doit faire autant de jours et de heures devant les banques dites commerciales qui sont pour la plupart des banques de Ouest africains. J'appelle ça des maisons de messagerie financière. Alors, BM... Bon, moi je pense d'abord, le ministre de Finances vient du parti politique UDPS, un parti très populaire. Alors chaque fois que ça se mobilise, hein, ils ont tendance toujours à montrer qu'ils ont pignon sur rue. Alors chaque fois qu'un ministre fait en province, c'est le secrétaire général Kabouya qui envoie les communicateurs, les journalistes, on va dire des publications avec le ministre descendant sur place. C'est une façon de fonctionner de l'UDPS. Là, ce n'est pas un péché, il faut le préciser. Voilà. Et qui c'est qui dit en 2028, tu vas dire au peuple, oui, dans mon parti, vous avez vu la mobilisation à Bakwanga, vous avez vu la mobilisation qui s'engage. C'est la partie, ça c'est dans les cadres de l'UDPS, ça n'engage pas l'État. La plus importante, à l'horizon de 2028, le chef fera face à son bilan. Il le fait avec quel fonds? Seul. Comment? Il le fait avec quel fonds? Cette mobilisation. J'ai comme l'impression que vous posez plusieurs questions simultanément. Donc moi je voudrais que nous puissions vraiment se focaliser sur une question et puis vider le fond. Nous parlons des profils et des perspectives. Nous sommes dans la thématique. C'est ce que j'ai dit. Oui. Donc
au départ, je disais que le chef de l'État a tout intérêt à faire une très bonne sélection. Pourquoi? Parce que s'il faut coter les ministres aujourd'hui qui sont dans ce gouvernement ici, je pense que celle d'Affaires étrangères serait la première de la classe, suivie de ministre des Finances. Voyez-vous? C'est pourquoi j'ai repris un élément tout à l'heure en disant que c'est encore possible de trouver d'autres ministres et puis les associer dans cette nouvelle équipe gouvernementale pour faire avancer les choses, bien sûr. Merci Mardoché. Je sens qu'il y aura un palmarès avec proclamation on distingué, on satisfait, sont ajournés totalement et partiellement. Alors, peut-être qu'on en saura un peu plus dans quelques jours. Alors, vous abordez souvent la politique internationale et la politique congolaise. À l'heure des attentes fortes de la population en termes de conditions socio-économiques, surtout le social du peuple, à l'heure de ce moment de résoudre la crise sécuritaire, et à 7 heures, à 3 ans de la fin du mandat de Félix Tshisekedi, eh ben, ce gouvernement d'ouverture, c'est juste un trompe-l'œil avant les négociations pour un gouvernement dans lequel tout le monde viendra, même les Nanga et les Kabila. Bon, si vous parlez du gouvernement à venir, Nanga et Kabila d'abord, c'est un gouvernement qu'il faut considérer négocier quand on est tout près de 2028. Nanga et Kabila ne sont pas les bienvenus. Voilà. Quand on voit que le mandat est sur le point de déterminer que pratiquement on n'est pas prêt pour organiser les élections, et il y a encore l'occupation, des choses comme ça, c'est on négocie d'abord pour voir comment est-ce qu'on peut diriger les pays, parce que le président est au mandat. C'est là qu'on négocie. Mais aussi longtemps que le mandat du président court, moi je pense que le président doit réajuster son cabinet, n'est-ce pas, à faire un bon casting pour avoir du résultat. C'est-à-dire, si on fait les remaniements du gouvernement ou une nouvelle monture, c'est en fonction du résultat qui n'est pas escompté sur le terrain. On va changer une ou deux personnes pour voir est-ce que tel secteur peut être amélioré, tel secteur on peut mieux faire que ce qu'on a fait avant. C'est question des individus, des jeunes qu'on place. Donc faire un bon casting, cela va faire que le pays puisse bénéficier au finish. Lorsque vous regardez, vous examinez les récentes nominations dans les services publics, et même au niveau du cabinet chef de l'État, on ne remet pas en cause son casting, mais qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire dans les projections? C'est que sera ce gouvernement peut-être dans quelques jours, on dit que c'est imminent, le choix opéré, il y a une femme qui est députée nationale, qui a aussi un siège au Sénat, assemblée provinciale chez elle, et puis maintenant administratrice dans une nouvelle entreprise publique. Et lorsque vous regardez toutes ces nominations, qu'est-ce que ça vous inspire? Et avec le phénomène, comment on appelle ça, philadelphisation, comment on appelle philadelphisation. C'est votre concept. Moi, je pense que c'est question de confiance. Surtout quand on parle du cabinet du chef de l'État et de certaines entreprises de l'État public, je pense que le chef nomme à qui il a confiance. Tout simplement, ça, c'est que la confiance. S'il a trouvé qu'il n'y a plus de la confiance, de la compétence à Philadelphie, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais comme maintenant, nous sommes en politique, n'est-ce pas? Les postes politiques sont pro rata. C'est en fonction du parti qui a plus de sièges, n'est-ce pas, qu'on va distribuer la responsabilité. Bon, comme l'union sacrée maintenant et la majorité présidentielle, on puise normalement au sein de l'union sacrée pour bien diriger, puis diriger avec objectivité. Vous ne voulez pas prendre des gens qui ne sont pas de votre bord politique, parce qu'au Congo, ce n'est pas encore les technocrates qu'on nomme, c'est sous base politique qu'on nomme même dans les entreprises publiques. Ce n'est pas du critère objectif des compétences, non. On me nomme là parce que je fais partie de ces camps politiques. Sur base des quotas politiques. Des quotas politiques, voilà. Depuis le maréchal Mobutu jusqu'à aujourd'hui, c'est les quotas politiques. On le nomme un tel parce qu'il il danse bien, ou il mobilise bien, il est compétent et tout ça, sous base de tous ces critères-là, qu'on le fait. Maintenant, comme on s'approche maintenant ici vers une ouverture, comme les chefs là l'a suggéré, l'ouverture est toujours une bonne chose. Parce que la politique d'exclusion ne paye pas. Souvent, quand on ouvre un peu l'espace politique, on peut aussi avoir un opposant, mais pas débauché, dans le sens où d'avoir tout le monde, pour que les fils et filles du pays, qui ne sont pas de cette majorité-là et qui sont compétents, qu'ils aient aussi une part
au gâteau national. Pas part au gâteau, mais qu'ils soient capables de donner leurs compétences au bien, au profit de la nation. Moi, je pense dans cette façon. Patient Fongola, merci BM. Ce gouvernement, si réellement le président va tenir compte du poids politique au niveau de la représentation nationale, il y a des partis qui auront, ou des regroupements politiques, la part du lion. L'UDPS, AFDCA, et puis la suite, MLC. Alors, mais vous connaissez les autorités morales. Le choix, on dit chat échaudé, craint même l'eau froide. Ils ont vécu des traîtrises. Je ne cite pas des cas ici, mais vous les connaissez. Merci beaucoup. Voilà. Alors, vous vous souvenez de l'ancien ministre de l'économie nationale? Comment on l'appelle? M. Kalumba. Jean-Marie Kalumba. Jean-Marie. Connaissez quand il a trouvé porte ouverte chez le chef, vous savez ce qu'il était devenu. La rébellion de Adel Kaïnda. Vous vous souvenez? Souvenez-vous également, heureusement, il n'y a pas eu clash au ministère de l'Emploi autrefois, je ne cite pas la personne. Imaginez-vous ce qui est arrivé au parti de Vital Kamerhe, comment on l'appelle encore? UNC. UNC, avec le ministère du Budget. Mais ça a été géré avec sagesse. Alors, les autorités morales mettent la main sur des personnes dociles qu'ils vont gérer. Et le pays va-t-il gagner? Merci beaucoup. Pour nous, de la politique gouvernementale. Pour nous, la population, nous pensons que l'autorité morale par excellence, c'est le peuple congolais. Alors, ces personnes qui s'appellent autorité morale, ils cherchent les voies. C'est des paisibles citoyens, cultivateurs, commerçantes, et ils viennent devenir des autorités morales. Moi, je pense que nous devons nous souvenir. J'ai toujours dit à ceux qui viennent nous entendre. En 2013, nous sommes en Tanzanie. C'est l'ancien président Jakaya Kikwete et l'ancien président américain Obama qui font une conférence de presse. Et ils disent devant les médias que le Congo souffre d'un vide interne et de ses innombrables richesses. Aujourd'hui, je suis en train de penser qu'en 2013, ces autorités-là avaient raison, puisqu'il y a un vide interne dans notre pays, où on considère les autorités morales pendant le partage des gâteaux, et lorsqu'il faut défendre la patrie, on recourt aux jeunes chômeurs, aux militaires affamés, et puis on recourt aussi aux personnes voisines, on commence à crier pour les voisins, qui nous aident, qui nous viennent en aide, et à l'ONU. C'est là que nous, on va commencer à crier. Mais je voudrais demander aux autorités, surtout au président de la République, le peuple n'a pas besoin des autorités morales, le peuple n'a pas besoin des gens qui sont loyaux aux autorités morales. Nous voulons les gens qui sont loyaux au peuple congolais, surtout au président de la République. Là, on va risquer. C'est pourquoi nous avons des personnalités aux fonctions qui sont à la solde d'une puissance étrangère. C'est un risque, donc c'est un système qu'on doit rompre avec. On ne peut pas dire que quelqu'un est désigné par une autorité morale et cette personne-là peut être recommandée par une puissance étrangère. Et dans la politique, on a des traîtres. Je vous ai toujours dit que l'article 82 du Code pénal punit les traîtres. 182 du Code pénal. Punit les traîtres, c'est une personne de nationalité congolaise, mais qui coopère avec une puissance étrangère pour nuire aux intérêts du pays. Et c'est un collègue de l'espion. L'espion, c'est une personne de nationalité étrangère qui vient dans un pays pour détruire et nuire aux intérêts de ce pays. Et les deux personnes, les traîtres et les espions, occupent de hautes fonctions dans notre pays. Il y a des gens... C'est pourquoi vous voyez, quand elles ont des problèmes, ces personnes, il y a toujours des groupes de gens, nous, ressortissants de Madiakoko, de Mbatakoulousou, Fidi Malele, déclarons, nous sommes contre la chasse aux sorcières, notre frère, les nôtres. Tout ça, vous suivez dans les médias, c'est rempli de ça. J'ai fait une tournée dans le cadre de notre société civile à Bunia. J'ai suivi un débat sur un député de Bunia, mais qui a une nationalité soudanaise. Oh. Vous voyez ça, ce monsieur soudanais, il est venu à Bunia, il s'est fait passer comme député. Il y en a qui sont même arrivés au Sénat dans notre pays dans ce sens. Alors nous voulons que le président de la République, en nommant le gouvernement, puisse se rassurer que ne nommer que des gens qui sont d'abord loyaux vis-à-vis de la République démocratique du Congo et qui n'ont pas d'autres intérêts avec des pays voisins ou européens. Puisqu'ici, il y a aussi des prélats
qui ont des relations avec l'Union européenne et qui ne défendent que les intérêts de l'Union européenne, même dans leur discours. Et c'est un problème. Alors, ces genres de personnes, je voudrais demander au chef de l'État de les écarter de la gestion du pays. On ne peut pas résoudre les problèmes du Congo avec ce qui crée les problèmes au Congo. Donc, on doit d'abord écarter ce qui crée les problèmes. Ils sont déjà identifiés. Nous sommes contents qu'on a vu avec la sortie de Corneille Nangaa. Il est parti avec une liste de personnes qui n'aiment pas la République démocratique du Congo. Et ils se sont joints à une puissance étrangère. Ils défendent les intérêts du Rwanda, que ce soit sur les médias et que ce soit dans les forums. Ils ne défendent que ce que le Rwanda veut. Maintenant, nous voulons au pouvoir ceux qui ne défendent que les intérêts des Congolais et du système congolais. Nous devons aussi savoir que dans les gouvernements, ce sont des gens capables et compétents. Il a dit, notre co-débatteur, il a parlé du nationalisme et du patriotisme. Comme profil. Comment les trouver? Les poids politiques, d'abord, vous parlez du poids politique. Est-ce que vous avez un jour vu la balance politique? Bon, et là, c'est au niveau de la société civile. Voilà. Vous voyez, au Parlement, là, chaque force a ses députés. On pèse ses poids politiques sur quelle balance? Et voilà, ça c'est une réalité indéniable en politique, pas à la société civile. Bruno Caïmois, vous avez dit quelque chose de très important. On fait face à l'ennemi extérieur, envahisseur, d'ailleurs, qui est en train de piller les investissements des fils du pays, et dans le sud Kivu et dans le nord Kivu. Et on fait face à l'interne à un front. Si Fayoulou, Madidi et Mouzito, Adolphe, et les autres sont maintenant en train de voir que leur pays peut partir à tout moment. Ils ont rejoint Félix Tshisekedi pour parler, mais il y a un front des religieux ici qui sont devenus même des radicaux contre le régime. Comment allons-nous vaincre l'ennemi si à l'interne le navire a déjà commencé à prendre l'eau avec des trous créés par les hommes dits de la Bible? Oui, Fabien. Qui vous a dit que les religieux sont des patriotes ou des nationalistes? Ils ne le sont pas. Est-ce qu'il y a des religieux nationalistes et patriotes? Moi, je ne reconnais que les kimbanguistes. L'Église catholique, les églises de réveil, l'Église protestante sont des églises qui sont financées entièrement par l'extérieur. L'Église catholique continue à recevoir des fonds qui vous viennent de l'extérieur. Ce que vous dites, si je le dis, il a dans sa thèse l'aspect de relations interculturelles. Oui, j'ai fait les relations internationales et interculturelles. Voilà. Et le directeur de ma thèse, c'était un théologien de libération. Donc, un jésuite qui me disait qu'écoute, si la question religieuse n'est pas bien résolue dans ton pays, vous ne serez pas développé. Parce que l'Église catholique n'a jamais soutenu le développement d'un pays. Aucun. Les latino-américains qui se sont développés, qui étaient des catholiques, ils ont éjecté la théologie de libération. Parce que l'Église catholique travaille d'abord sur les orientations du Vatican. Et l'Église catholique, c'est une machine au service de l'Union européenne. Une machine au service de l'Union européenne. L'Église protestante, une machine au service de l'Union européenne. Les églises de réveil, une machine qui a été créée au service des États-Unis d'Amérique. Parce que les Américains, quand ils sont devenus puissants, ils s'étaient rendus compte qu'ils n'avaient pas la capacité de manipuler les catholiques et les protestants. Ils devaient créer leur propre religion pour leur servir. Et les musulmans, ils servent le monde arabo-musulman. Qui est l'enfer des droits de l'homme. Hein? L'enfer des droits de l'homme. Et chez nous, il n'y a que les kimbanguistes. Et moi, j'ai toujours l'habitude de le dire. Quand vous voyez l'ambassadeur américain va faire des navettes en Kamba, c'est pour chercher à manipuler, à contrôler le kimbanguisme. C'est une réalité. Et donc, dans un contexte comme celui que nous sommes en train de vivre au jour d'aujourd'hui, espérer que les confessions religieuses vont jouer un rôle salvifique, à mon avis, c'est une utopie. Parce que les confessions religieuses travaillent sur base d'un mandat, des orientations qui vous viennent du Vatican. Quand le cardinal prête serment, vous savez, il prête serment au nom de qui? La fidélité envers le pape, pas envers l'État congolais.
Quand le prêtre, tout prêtre, il dit qu'il prend son engagement avec ses 3 vœux, je sais qu'aucune église ne va accepter ce que je suis en train de dire. Parce qu'ils savent défendre leur position. Ils savent dire, ils savent mettre les choses qui perturbent les logiciels mentaux de la population. Et vous pouvez même rentrer au niveau de l'Europe. Les pays qui ont eu des difficultés pour se développer, c'était le Portugal et l'Espagne. Et moi, j'étais en Espagne. Quand les pays étaient en train de se débarrasser de certains comportements subversifs du catholicisme, j'étais prêt. Ce n'est pas qu'on m'avait raconté. J'étais là à un certain moment. Je vivais de manière douloureuse les combats qu'il y avait entre le premier ministre espagnol, José Luis Zapatero, et l'église catholique qui était dirigée à ce temps par Ruco Valera. Et donc, pour celui qui comprend bien comment fonctionnent les institutions religieuses, aucune religion ne peut accompagner un État africain à se développer. Alors, à l'interne, difficile de colmater les brèches. C'est notre Maloula, mais cette fois-ci, c'est pire même que... voilà, c'est même plus radical que Maloula. Maintenant, avec le pouvoir, comment allons-nous vaincre l'ennemi? Donc, le serpent est dans la maison. Mais pour tuer le serpent, tous, vous commencez à vous dire, c'est toi qui as fait entrer le serpent. Mais toi, tu avais dit, celui-ci est mon frère. Et puis nous aussi, nous allons là-bas pour lui rendre hommage. Non, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se jouer. Vous voyez un homme comme Madidi. Pour moi, c'est une personne, il est dans l'opposition. Il pouvait aussi devenir rebelle. Mais il n'a jamais pris les armes contre son pays. Vous voyez un homme comme Mouzito. À un certain moment, ils ne savaient même plus. Donc, ils ont vécu leur moment d'être en dehors du pouvoir tranquillement. Voilà. Et moi, je crois que des gens comme ça, tous les opposants qui n'ont pas, à un certain moment, décidé de prendre les armes contre leur pays, je crois qu'il faut les mobiliser. Il faut leur dire, mettons d'abord nos divergences à côté, regardons vers une même direction, sauvons les pays. Mais tous ceux qui ont participé dans la rébellion, il faut travailler pour qu'ils ne reviennent plus au pouvoir parce qu'ils ne travaillent pas pour le bien-être de ces pays. Mardoché, nous sommes dans un État laïque. Il y a des efforts de part et d'autre pour que ce pays ne parte pas. Mais l'activisme des religieux qui ont laissé l'œuvre de la foi, c'est-à-dire l'évangile qui signifie donc, bonne nouvelle, salut, pardon des péchés, avec miracle, guérison des malades, ainsi de suite. Il n'y en a plus. Maintenant, c'est la politique à la chair partout, monter, descendre avec les politiciens. Est-ce qu'il y a espoir dans un tel pays où on vit un désordre? Chacun dans son coin, au nom de la Bible, dicte sa loi. Et vous sentez un cholet quand il parle. Le chapelain, c'est-à-dire l'abbé affecté à la chapelle, les chapelains du pape. Oui. Il n'aime pas les chapelains de la République. Voilà. Oh, okay. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un désordre quand même là? Effectivement, on est quand même un pays qui vit dans... Est-ce que l'État, où il y a la présence de l'autorité de l'État? Quand vous voyez, à un moment donné, Mobutu a mis fin à... Même Maloula était allé en exil au Vatican quand même. Moi, je pense que ça, c'est... puisque vous parlez de politiciens dissimulés, bon, écoutez, je pense que c'est le chef de l'État qui doit maintenant revoir les choses à la hauteur. Pourquoi? Parce que ces gens se permettent un peu de trop. Mais je ne voudrais pas aborder les choses de cette manière-là. Dans la configuration actuelle, le dialogue n'a pas sa place, puisque c'est ce que l'ECC et la SENCO est en train de rechercher. Pourquoi est-ce que le dialogue n'a pas sa place? Je pourrais ici vous le démontrer dans une brève approche chronologique. Vas-y. Alors, vous conviendrez avec moi que nous avons connu un dialogue ici en 2001 à Addis Abeba, je crois au mois d'octobre. Il y a eu un dialogue intercongolais à Sun City au mois d'avril. Il y a eu les concertations nationales en 2013. Il y a eu un autre dialogue national en 2016 pour ne citer que cela. Mais je vous informe que tous ces précédents dialogues avaient comme objectif la cohésion nationale et puis le rétablissement de la paix durable. Mais malheureusement, ces deux objectifs n'ont jamais été atteints. Vous comprenez? Et puis toujours dans cette question, il y a un autre élément sensible qui énerve. C'est de voir dans tous ces précédents dialogues, à 90%, ceux qui se mettent autour d'une table, ce sont toujours les mêmes acteurs politiques. Et ça donne l'impression que la classe politique, elle est prise en otage
Et la jeunesse, elle est, puisque je voudrais aussi par cette occasion plaider en faveur de la jeunesse. La jeunesse, elle est marginalisée, elle est délaissée, elle est discriminée. Donc moi, je ne soutiens pas la démarche de la SENCO et les CC. Bon, concernant les bavures que tous nous sommes en train de constater malheureusement dans les chefs de la soi-disant église catholique, moi je pense que vous avez tout à l'heure évoqué le maréchal. Donc le chef de l'État, par nature, c'est un démocrate. Vous voyez un peu. Maintenant, les gens confondent la liberté et puis les libertinages. Voyez-vous? Donc c'est encore une des raisons de plus pour qu'il y ait, n'est-ce pas, le changement de la Constitution, parce que tout doit être maintenant précisé dans la Constitution. Parce qu'il faudra un peu restreindre les champs d'action de toutes ces personnes-là. Donc voilà un peu mon intervention quant à ça. Est-ce qu'il fallait vraiment un gouvernement d'ouverture maintenant, alors qu'il y a Doha, les discussions reprennent en août ici, je crois vers le 7. Washington, n'en parlons pas. Le comité de surveillance a commencé aussi son travail. Est-ce que ça vaut la peine un gouvernement dit d'ouverture ici à Kinshasa? Quel est le nom-dit de cet événement? La concrétisation de Doha, du processus de Doha et de l'accord global des paix de Washington ne peuvent pas constituer une entrave pour la mise en place d'un nouveau gouvernement. Puisqu'ici, tout le monde se plaint ici à l'interne que les choses n'avancent pas. Raison pour laquelle je trouve que moi, personnellement, c'est opportun de mettre en place un nouveau gouvernement qui va, n'est-ce pas, accueillir les deals miniers, et puis de nouvelles instructions seront mises sur table et les choses vont avancer. Alors, Blaise, est-ce que réellement le président aura à dénicher des hommes? Si il y a eu la chance à Philadelphie, parce que ce sont des gens, par moment, qu'ils voient agir, faire, et qui s'abreuvent à la parole de Dieu, mais pour les politiques, les choix qui seront, les propositions qui seront faites, est-ce que le président aura une marge de manœuvre? On n'a pas de think tanks qui sont des laboratoires pour faire des propositions au chef de l'État. Ce n'est pas l'ANER, s'il a un service comme ça pour détecter les patriotes et les nationalistes et des gens qui n'ont pas trempé dans les détournements et autres, parce qu'il y a de noms. Monsieur Fabien, s'il vous plaît, il y a un point que je voudrais ici élucider. C'est que le problème, ce n'est pas la représentativité ou la représentation de toutes les formations politiques au sein de ce gouvernement ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas là le problème. C'est qu'ici, il faut identifier les personnes capables d'accompagner fidèlement le chef de l'État dans la matérialisation de sa vision. Hein? Le fait d'élargir... Accompagner ou avoir un fragment de sa vision. C'est-à-dire que chacun dans son secteur... Je ne vais pas vous demander de m'accompagner. Vous m'accompagnez et puis vous bouffez, vous voyez tout ce que je fais. Mais si vous n'avez pas le fragment de ma vision, qu'est-ce que je veux bénéficier de votre accompagnement? Je pense que le programme a été bien établi et chacun dans son secteur respectif mettra en exécution la vision du chef de l'État. Alors, je reviens maintenant à la question. Oui. Comment détecter les nationalistes et les patriotes? Bon, on voit quand même des choix faits antérieurement. Actuellement, quand vous regardez, par moments, ça décourage. Comment va-t-il s'y prendre? Parce que le président n'est pas partout. Bon, le président a fait déjà un mandat. Il est à 2 ans du second mandat. Je pense qu'il connaît tout le monde de l'Union sacrée, au moins. Et par le service de l'État, ils sont moins consultés et faire un bon choix. Sinon, si un président est incapable de choisir parmi ses collaborateurs qui sont capables de l'accompagner, là, il faut tout laisser. Aussi longtemps qu'il est là et les chefs de l'État, il va avancer. Moi, je pense qu'il sera obligé de prendre parmi son groupe politique ou les gens qui l'accompagnent, l'Union sacrée. Ça fait déjà le 2e mandat, nous sommes à 2 ans. Je pense qu'il est suffisamment outillé, il est suffisamment placé pour comprendre avec qui collaborer. Je pense qu'on le recommande aussi. Bon, quand vous dites qu'apparemment il n'a pas de think tank, moi je pense que le think tank est là même. Peut-être qu'il travaille un peu en faisant pas trop de bruit. Hein. Il a comme des gens qui le conseillent. Est-ce que si réellement, avec les Congolais qui ont aussi des compétences, de l'expertise dans plusieurs domaines, est-ce que si réellement le président était aidé par
entourage ou le cabinet, tout ça, est-ce qu'il aurait pris l'ordonnance en faveur de quelqu'un qui est déjà 3 fois parlementaire, 3 fois sénateur, député national, député provincial, et le mettre comme administratrice, par exemple? Bon, pour le cas que vous épinglez là, je pense que vous parlez d'Aminata, je pense. Je n'ai cité personne. Bon, moi je sais que c'est d'elle qu'il s'agit. Elle est plusieurs fois double Bassard et puis elle a bénéficié de ce siège-là. Je pense que c'est parmi les gens qui ont quitté Kabila, PPD pur de sang, ils ont quitté Kabila pour basculer la majorité lorsqu'on avait créé l'Union sacrée. Voilà. Alors maintenant, ce qui est mauvais, comme les compatriotes viennent de le dire, c'est le cumul des postes. Il faut donner la chance à tout le monde. Il y a beaucoup de Congolais qui sont là, qui sont capables pour identifier ces personnes compétentes-là, il faut mettre fin au quota politique. Ouais, parce que les chefs de regroupement politique envoient ces listes-là. Même si on envoyait. Mais avec les services de renseignement, et puis le directeur de cabinet, c'est quelqu'un qui doit être très bien informé avant d'aller mettre le document, soumettre à la signature du chef de l'État. Il regarde et puis il renseigne le chef. C'est pourquoi, à la genèse de cette émission, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai précisé un élément disant que le chef de l'État a tout intérêt à augmenter une dose de rigueur. Non, il faut dire aux différents partenaires là que envoyez-moi des listes des personnes que vous connaissez et que ces personnes-là sont compétentes. Une compétence très bien définie. Des technocrates, pas des... Il ne faudrait pas envoyer les gens qui sont redevables au parti, qui sont redevables au chef de gouvernement politique en lieu et place de la nation. Ça, c'est absurde. Et c'est un facteur majeur qui explique, n'est-ce pas, tout ce que nous connaissons ici. Alors, patient, il y a la misère. Il ne faut pas se voiler la face. Je voudrais ajouter un mot sur Ambongo, s'il vous plaît, avant de quitter. Oui. Un petit mot sur Ambongo. Ça fait presque 3 heures de temps que je l'ai suivi en direct de Kigali. Il a parlé à Kigali, il y a un synode là des cardinaux africains. Il a parlé. Il n'a pipé aucun mot sur la RDC. Il n'a pas commandé les massacres qu'il y a commandé. Il a en lieu et place loué comment est-ce que le Rwanda a repris après les génocides, après 30 ans. Il a loué le fait de loge au président rwandais. Moi, j'étais très déçu en suivant le cardinal. Il a parlé pendant 15 minutes. Tellement sidéré. J'étais très déçu. Pendant même mon direct, j'ai passé les clips là où il parlait. Les gens m'ont écrit enlève. Je dis mais ça, c'est pas possible. Donc, le cardinal Ambongo, pour les gens qui n'ont pas suivi, il a parlé de Kigali à 15 minutes. Il n'a pas été là. Mais en même temps, je pense qu'ils sont contradictoires. En même temps, ils veulent le dialogue. En même temps, ils jouent le jeu de l'ennemi, visiblement comme ça, nous le voyons. Mais en même temps, ils viennent avec les dialogues sur des impacts sociaux. C'est vouloir une chose à la fois, son contraire. C'est paradoxal. Voilà. Oui. Avec cette misère, on chute. Patient, c'est la dernière prise de parole. Il faut traiter ces gens durement et puis ils seront traités. La dernière prise de parole. Il y a un problème. La misère. Il ne faut pas se voiler la face. La misère, c'est partout, je pense. Partout dans le monde. Dans l'univers. Bon, je pense qu'il y a quand même un problème. De la misère, vous faites allusion sociale. Quand quelqu'un a déjà seulement même un poste d'administrateur, c'est annoncé dans les ordonnances et autres. Mais regardez, c'est tous les villages qui se pointent à la maison, on chante un peu, Tchangawe, et puis après, on chante et puis on dit, Liboka, quand tu vas là-bas, ne nous oublie pas. Et puis, on soumet quelques membres de la famille pour des nominations. Heureusement, ce gouvernement qui est en train de partir, on n'a eu que le DIRCAB et le DIRCABA. Les restes, aucune nomination officielle. Ok, je pense que nous devons être sérieux avec nous-mêmes. La vision majeure que j'ai retenue dans les propos du chef de l'État, c'est le peuple d'abord. Donc on doit d'abord écarter la question des poids politiques, puisqu'il n'y a pas de balance politique. Voilà. On doit écarter cela. En plus, j'ai suivi les co-débatteurs évoquer la question spirituelle des religions. Le président ne devrait pas philadelphiser le cabinet du chef de l'État ou pasteuriser l'institution présidente de la République. Vous voyez ça? Nous sommes un État laïque, on devrait retrouver cela dans le cabinet du chef. C'est une institution, ce n'est pas une famille. Est-ce que le chef n'est-il pas déçu quelque part par les politiciens? Maintenant, il fait recours à ce qui il a parlé qu'il n'y a qu'une religion, en RDC. Mais nous voulons dire aujourd'hui, comme société civile, qu'il y a une religion essentiellement congolaise, qui a ses racines au Congo, et ce n'est pas connu par tout le monde. Mais c'est l'église pentecôtiste lumière du monde, du prophète Mounindo Agile. Il a derrière lui plusieurs Congolais qui croient en lui et qui croient que même le Christ est congolais. C'est déjà un sentiment de nationalisme et de patriotisme.
Il devrait écouter ces sons de cloche des Congolais naissants qui ne sont pas d'accord avec l'Église catholique, qui ne sont pas d'accord avec les églises dérivées, qui estiment que même le kimbakisme qu'il a évoqué ont des relations de subordination par rapport aux catholiques, et puiser dans ces sangs congolais et cette révolution religieuse, puisqu'on a eu l'indépendance économique, on a eu l'indépendance politique, mais nous avons un Congolais à l'instar de Lubumba qui voudrait qu'on ait une indépendance religieuse. Et le problème de la misère que vous évoquez. Mais il a ses racines dans les églises. L'Église catholique et l'ECC nous ont bouffé, par le biais de notre ministre des Transports, plus de 65 millions de dollars pour leurs paroisses. Mais quand ils ont eu cet argent, ils n'ont signalé aucun Congolais, ni aucun catholique. Ces gens-là, des catholiques qui se font berner par ces gens. On a combien de diocèses? 45 diocèses. Chacun 1 million. Diocèse a reçu 1 million. Mais les par diocèse, et puis comme première tranche. Ceux qu'ils ont choisi de nommer fidèles catholiques, ce sont des Congolais. Ils sont en train de se faire tromper. Est-ce que tous les diocèses ont utilisé cet argent de manière rationnelle le problème n'est pas pour les œuvres communautaires? À leur niveau, il y a une commission pour... Notre société civile voudrait demander au gouvernement et à l'Église catholique de nous devoir des comptes. Comment ils donnent à des célibataires de l'argent pendant qu'il y a des responsables dans ce pays? Et ils se mettent ils se prosternent même devant des gens qui traitent avec l'ennemi. Vous savez que j'ai été sidéré de constater qu'on appelle un messier poursuivi par la justice, un présumé criminel comme Mbongo, on l'appelle Alimete. Au lieu d'aller répondre au procureur général, il va être reçu par le président de la République. Ce genre de questions doivent être cessées pour qu'on puisse prendre les institutions avec respect. Pas le même poids. Non, ce n'est pas un poids. Il n'y a pas de poids. Il y a des comportements patriotiques. Ce sont des gens qui sont des traîtres. Merci. Ils doivent suivre la rigueur de la loi par rapport au traîtrisme. Voilà. Bruno, on termine avec vous. Vous ne voyez pas une déception. On ne cherche pas à connaître le secret des anges. Vous ne voyez pas une déception dans ce gouvernement. Je sens que ça va prendre des jours, contrairement à ce que les gens disent, c'est imminent, imminent. Dans ces jours, les gens, dès qu'il est 20h, ils sont quelque part en train de suivre, ils attendent la porte-parole. Alors, on ne sera pas déçus, c'est-à-dire les gens qui vont venir, ce sont des gens, une race nouvelle, des Congolais, délivrés des désirs du nombril, délivrés des désirs des intérêts personnels. Oui, vous savez, pour mettre en place un gouvernement, il y a plusieurs enjeux. Ça, on ne doit pas l'oublier. Parce que le président ne peut pas de lui seul prendre les noms de personnes et mettre sur table. Même s'il le faisait seulement avec l'IDPS, je crois que son propre parti peut lui poser problème. Et à un certain moment, je peux même dire que son propre parti lui pose aussi de problèmes. Donc, à un certain moment, l'IDPS doit faciliter la tâche au président de la République. À côté de ça, il y a aussi les autres acteurs qui rôdent, qui viennent, qui bousculent. Il y a les membres des familles qui interviennent, qui recommandent. Il y a l'Église qui parle. Il y a même les églises qu'on est en train de parler là. L'ECC recommande, l'Église catholique les recommande. La communauté internationale recommande aussi les gens. Et donc, dans des moments, oui. Donc il y a des cercles aussi. Oui, même avec l'accord, les États-Unis vont recommander des ministres. Oui. Et donc, au-delà du visible, il y a aussi les mondes invisibles qui lui recommandent. Donc il y a des listes et des listes. Le monde invisible recommande ses adeptes. Oui. Pour être dans le gouvernement. Donc, tous ces enjeux font qu'à un certain moment, donc, le président, sincèrement, être à sa place, c'est pas une chose il faut facile. multiplier les prières. Et si je prends, par exemple, le cas de nomination qu'on venait de dire, moi, j'ai suivi un peu de très près les nominations qui se sont faites au niveau de son gouvernement. Il y a le gouverneur de la banque, j'apprécie bien ce choix, le monsieur qui est parti à la banque centrale. C'est lui qui l'a remplacé, le professeur André Nyemboué. Je le connais personnellement, c'est un monsieur très rigoureux, très compétent. Et donc au niveau de son cabinet, je crois que le président était très consciencieux de faire ce qu'il a été fait, ce qu'il a fait. Par contre, la nomination de cette dame qui est triple ou quatre, c'est pas moi combien de brassards,
le président, en tant que président de la République, ne devrait pas prendre... Il faut comprendre aussi les mécanismes de nomination. Donc, il y a les ministres... Madame Malangou à la Cadeco? Non, je suis en train de parler de Namassia. Double brassard. Triple brassard. Pour qu'elle soit là, ça devrait venir, je crois, du ministère qui devrait recommander une liste. Donc, à un certain moment, en politique, il faut savoir faire des concessions. Et donc, quand on a des collaborateurs, on ne peut pas dire non à tout ce qui arrive. Donc, c'est pourquoi, à un certain moment, comme j'étais en train de le dire, les gens de l'Union sacrée peuvent compliquer la vie au président. La famille biologique du président de la République peut lui compliquer la vie. Son propre parti peut lui compliquer la vie. Et donc, face à tout ça, c'est vrai qu'il faut aussi avoir des think tanks. Et le président doit vraiment prendre de la hauteur pour cette fois-ci nous présenter un gouvernement qui va répondre à la fois aux enjeux internes et internationaux. Et voilà. Et moi, je reste confiant qu'il va le faire. Je crois que le président en a plus, et surtout parmi ceux qui s'abreuvent à la parole de Dieu, il y a quand même un peu de crainte de l'Éternel dans leur chef. Vous avez suivi ce qu'il a dit en chute, c'est votre conclusion. Les cercles spirituels aussi font de recommandations. Ça, j'ai suivi ce qu'il a dit. Est-ce que nous ne risquons pas d'avoir des gens recommandés par des loges pour dire Moutunabisoaz à la Kuna. Et puis après, nous, on cite des noms, on ne sait pas d'où ils viennent et comment ils sont venus là. Et puis quand ils arrivent, c'est le cœur de Pierre. Quand le peuple souffre, lui, il est dans la joie. Ah oui. Moi, d'ailleurs, personnellement, j'aurais appris que la première ministre serait une ressortissante de l'église kimbanguiste, entre guillemets. L'église kimbanguiste est en train de se réunir. Hein. Monkoto, Nkamba, les petits-fils de Simon Kimbangu sont maintenant dans la réunification. Ceux qui avaient Brazzaville, Angola et tout, voilà. Donc c'est une grande information à retenir. Cette semaine ici, ils seront tous en Kamba, les petits-fils de Simon Kimbangu. C'est une très bonne nouvelle. Bon, je dis à partir du moment où cette église kimbanguiste s'aligne derrière le chef de l'État, moi j'estime que ce n'est pas un problème et je n'en fais pas non plus un problème. Bon, cette question de recommandation, en tout cas, collaborateurs, moi je m'oppose radicalement à cela. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi l'aspect de l'égocentrisme politique qui entre en danse. Voyez-vous? C'est-à-dire que c'est sur base de quotas que l'on exige autant de ministères. Et c'est comme ça, vous allez voir que la conséquence, c'est laquelle? C'est qu'au sein du gouvernement, il y aura le surnombre de postes ministériels dans le but simplement de satisfaire de l'égocentrisme politique. Et sachez que par ailleurs, dans cette configuration-là, de surnombre de postes ministériels, ça coûte énormément à la République. Parce qu'il faut des frais d'installation, des frais d'émission, des frais de fonctionnement régulièrement. Et même d'indemnisation pour les sortants. Ça coûte énormément à la République et c'est ça qu'il faut éviter. Raison pour laquelle il y a lieu de réduire le nombre de postes ministériels, comme le chef l'avait dit. Même à 30 c'est bon, à 25 c'est bon. Et puis ça sera une bonne chose. C'est l'ouverture. Ça va profiter. Pourquoi pas honte? C'est l'ouverture. Mais quand on parle de l'ouverture, ça ne sous-entend. J'entends même celui qui est à l'Assemblée nationale dire que non, il faut faire entrer tout le monde et qu'il ne faudrait pas. C'est l'ouverture à la population. Les surnombres de postes, c'est encore un autre facteur qu'il faut prendre en compte et qu'il faut insérer dans nos analyses. Ce n'est pas normal, ça coûte énormément à la République. Vous avez évité le volet recommandation des cercles mystiques. Alors, je ne sais pas pourquoi. Les mystiques, c'est... c'est la conclusion avec vous. On a fini. Bon, moi, je pense qu'il faudrait d'abord... L'espoir est permis. On n'a pas à s'alarmer. Le chef... Il a tout intérêt à faire les prières ont de l'incidence sur lui. Il va vraiment faire le choix en toute indépendance, en toute liberté. Dans la plénitude de sa liberté, voilà. Moi, je pense qu'il faudrait réduire à la tête du gouvernement pour, n'est-ce pas, diminuer les trains de vie des institutions. C'est faisable, c'est possible. Par exemple, de manière pratique, les ministères de l'économie, finances et budget, on les met ensemble. On les met 2 ministères. Vous savez, quand M. Kamere était ministre de l'économie, ils ont pris un avion en 5 pour aller en Zambie. C'était ridicule, hein? Parce qu'il y avait des ministères dont qui chevauchaient dans les
les prérogatives. 5 ministres. C'était pour l'achat de des maïs en Afrique du Sud et en Zambie. Est-ce que le maïs finalement était déjà... Non, je ne sais pas ce qui est arrivé après là. Ça montre comment est-ce que nous avons un gouvernement où on multiplie, il y a duplicité des fonctions, doublement, tout ça, ça chevauche, tout ça, ça peut être réduit facilement. Éducation nationale, tout ça, sport, loisirs, culture et art, on met ça ensemble. Voilà, tout ça, vous voyez, agriculture, habitat, voilà, agriculture, urbanisme, hydrocarbures, tout ça. Mais on met tout ça ensemble, c'est tout. Parce que, vous savez, et puis il y a les développements ruraux, l'agriculture. Quand on va dans les forums internationaux, on a les problèmes dans les forums internationaux. Mais les Congolais, comment la délégation est très grande comme ça? La taille de la délégation. Parce qu'il y a plusieurs ministères. Chaque ministère doit satisfaire tout le monde. Oui, c'est le problème qu'il y a. C'est qu'on peut réduire la taille du gouvernement sensiblement en réunissant certains ministères comme c'était au début. Ils viennent ensemble, comme ça les chefs. Comme ça serait une équipe efficace sur terrain. Et puis les résultats sera. Et puis le conseil des ministres ne sera pas fatigant pour les chefs de l'État. Ils se fatiguent tous les jours, les pauvres. Il doit entendre 60 personnes parler, vous voyez? 60 personnes, il faut serrer la main à 60 personnes. Les pauvres, 60 personnes dans une parce salle. qu'on veut satisfaire les collaborateurs. Voilà. Bon. Nous avons fini. Merci. Professeur Kaïmoa, merci Patient, le Fongola. Merci beaucoup. Mardoché Poyi, merci BM. Blaise Mukenge, merci à toute l'équipe, des héros dans l'ombre, Ghislain Makuiza, Marla, Papa Mwamba et toute l'équipe. Alors, vous avez été là et c'est grâce à vous que nous sommes arrivés dans les salons. Vous retrouverez ce magazine en rediffusion sur votre chaîne de l'Unité nationale et également sur nos plateformes numériques, sur YouTube et tant d'autres, avec la même percutance. Très prochainement, grâce à Dieu, si le gouvernement est publié, nous reviendrons pour pouvoir le décortiquer. À très bientôt. Merci. Merci, monsieur.